Alors du coup, comme on l'a déjà dit, donc Adobe c'est donc un fabricant de machines. Donc on a entendu parler de BIM, donc il faut savoir que maintenant on est réunifié, donc BIM appartient entièrement donc à Adobe et on garde bien nos deux technologies. Donc effectivement, on a deux technologies. Bon, je ne vais pas revenir dessus, elles ont déjà été éditées peut-être de la meilleure manière que j'aurais pu déjà le dire. Donc lead pool sur les form-up et donc déposition d'énergie dirigée sur les machines donc, de BIM. Ensuite, donc, on a notre activité. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impression 3D industrielle, une machine est quand même relativement chère. Donc, on a plutôt des industriels qui vont se porter plus sur juste de la pièce. Donc, on a donc aujourd'hui une quinzaine de machines en production pour faire juste des productions de pièces. Donc, on voit là un petit processus un petit peu rapide sur les pièces. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le concept, parce qu'en fait, je vais le faire juste après. Donc voici un peu le processus et risques associés. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous partager toute la démarche qu'on a mis en place par rapport à tout ce qu'on peut faire dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on voit les deux grandes étapes, donc conception de pièces, méthode de fabrication. Donc on peut voir déjà qu'on est spoté sur TMS, donc on en a parlé tout à l'heure. On a quand même une grosse partie qui va être administrative. Donc ça va être de faire de la CAO, de faire de la modélisation de pièces, de la modélisation de support. Une pièce ne se fait pas comme ça. On va pouvoir passer 10 à 15 heures sur une pièce pour la modéliser. Donc un peu comme tout industriel qui va avoir des administratifs, on aura forcément tout ce qui va être TMS lié à tout ce qui va être donc du coup bureautique. Après, on va rentrer plus vraiment dans la phase de fabrication additive. Donc là, on va être sur la fabrication de la pièce. Donc en fait, la fabrication de la pièce, on va avoir déjà divers risques qui vont apparaître. Donc le risque laser, le risque de port de charge, le risque de toxicité, donc forcément lié aux poudres. Donc on peut voir en haut, donc les poudres, elles sont CMR, pour ceux qui ne connaissent pas trop le pictogramme, donc cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc le petit bonhomme qui explose à l'intérieur, et donc aussi inflammable. Donc les poudres sont catégorisées facilement inflammables. Donc on va retrouver après juste le pictogramme donc, du coup, de l'explosion. Et ensuite donc, de l'asphyxie, on n'en a pas encore forcément trop parlé, mais donc tout le process de la fabrication additive va être utilisé avec des gaz inertants, donc argon, azote. Donc forcément, si on a donc, toute une atmosphère avec de l'argon et de l'azote, c'est toujours plus compliqué pour respirer pour un humain. Ensuite, on va baser donc, sur les phases de nettoyage. Donc on voit déjà qu'en fait tout le process, donc fabrication, nettoyage, traitement de plateau, on a vraiment une forte caractéristique et des problématiques de TMS sur l'intégralité. Alors pourquoi en fait on a des problématiques de TMS? Donc comme on a pu le dire au tout début, on va rentrer dans une phase vraiment industrialisation de la fabrication 3D. Donc comme on pourrait être sur une chaîne, on va retrouver la répétabilité de mouvements. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 15 machines, donc les opérateurs vont pouvoir lancer une quinzaine de machines dans la journée. Donc forcément on a quand même une répétabilité des mouvements. Donc sur la phase de nettoyage, donc un peu comme tout industriel, on va utiliser des soufflettes, des choses comme ça, des aspirateurs, donc on va avoir un accent sur le risque donc pour tout ce qui va être audition. On retrouve forcément tout ce qui va être asphyxie. On va utiliser sur les poudres qu'on va appeler réactives, donc aluminium ou titane, des soufflettes à l'argon et à l'azote. Donc c'est pareil, il faut faire ça en basse clos pour éviter donc, tout risque d'asphyxie. Le risque d'explosion, donc qui est quand même omniprésent sur quasiment tout le process, en tout cas en poudre, le port de charge, et après donc tout ce qui est lié à la toxicité des produits. Donc pour ceux qui ne sont pas trop initiés sur la fabrication additive, pourquoi le port de charge? En fait, on va avoir des plateaux qui vont osciller entre 20 jusqu'à 50 kg. Donc on se rend compte que 50 kg, ça commence à faire quand même beaucoup de poids sans la pièce. Donc ça veut dire qu'on pourra monter quasiment jusqu'à 100 kg sur une pièce assez imposante sur un plateau. Ensuite, sur le traitement du plateau, donc pareil, on retrouve à nouveau donc, le TMS, donc on l'a entendu sous le nom de parachèvement, de post-impression. Donc là, on est vraiment sur la partie post-impression, non traitement. L'objectif, une fois qu'on a imprimé notre pièce, ça va être de l'enlever du plateau. Et pour faire ça, donc en fait, il va falloir enlever des supports. Pour enlever des supports, on se retrouve un petit peu dans la phase un peu basique, on va dire, de l'usinage qu'on peut retrouver. Donc ça va être une pièce. Et on va enlever tous les supports, donc ça peut prendre un certain temps. Donc soit des supports qui vont être enlevés aujourd'hui, soit à la pince, soit avec des marteaux. Donc on va retrouver un peu tout ce qui est risque de vibration, donc on voit une main qui vibre, et aussi donc tous les risques de coupure liés au fait qu'on enlève des supports qui vont pouvoir être un peu saillants. Et ensuite donc le risque de bruit et forcément le port de charge. Et on peut malheureusement encore avoir quelques risques, on va dire, liés à la poudre, donc pas forcément la poudre pure, mais si on vient meuler notre pièce ou faire des choses comme ça, donc la réusiner, on pourrait recasser les grains et retrouver donc, sur quelque chose qui va être micronique. Ensuite, donc, sur le traitement de surface, donc, on rentre sur quelque chose que quasiment tous les industriels connaissent. Donc on va rentrer sur la phase d'usinage, donc de tribofinition. On retrouve un peu plus des choses simples, de la machine-outil, du 3-axes, de l'électroérosion, des rectifieuses, enfin des choses un petit peu plus simples. Donc c'est pour ça qu'on a une forte tendance sur le risque de happement, on va dire.
Et ensuite, donc, traitement thermique. Donc, l'objectif du traitement thermique, ça va être de relâcher les contraintes de la pièce. On va retrouver donc forcément un risque sur le port de charge et donc sur les surfaces chaudes. Et on va finir forcément par un contrôle final. Donc, comme on l'a dit aujourd'hui, la fabrication additive s'oriente principalement vers l'aéronautique, l'aérospatiale. Donc, on a quand même une forte variante sur la qualité des pièces sorties. Donc on va faire une petite focalisation du coup sur le risque chimique, donc je vais essayer d'aller assez vite. L'objectif en fait, un peu comme tout principe dès qu'on vient faire rentrer un produit chimique donc, dans son entreprise, ça va être de commencer par une évaluation du risque chimique. Donc là je vais vous décrire l'évaluation du risque chimique qu'on pourrait retrouver sur des produits qui vont être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et avec 3 grandes phases. Donc l'objectif un petit peu de cette slide, c'est de vous décrire comment on va lire un peu le code du travail pour l'orienter sur la fabrication additive. Donc sur des choses assez simples, donc on va avoir un suivi individuel renforcé, donc l'objectif c'est d'avoir un suivi maximum pour les salariés. Ensuite, donc les VLEP, donc qui sont les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc comme tout produit chimique, on va retrouver des choses qui vont être dangereuses pour les personnes. Donc pour citer 2-3 alas, donc on va dire nickel, chrome, cobalt, donc des choses qui vont pouvoir être dangereuses pour la personne. Donc l'objectif va être de vérifier si on est bon par rapport à la réglementation. Donc il faut savoir qu'ADUP elle est un petit peu plus loin que la réglementation française. On a fait une orientation mondiale, donc c'est-à-dire on a pris toutes les VLEP du monde qui puissent exister et on essaye d'être compliance avec toutes les VLEP qu'on va retrouver dans le monde. Ensuite, lié à ça, donc pour faire des VLEP, on aura l'obligation de mettre une procédure de gestion que j'ai appelée des zones poudres, parce qu'en fait, il faut savoir que tout process est encadré dans un local, donc avec des machines. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé des zones poudres, donc c'est là où on vient retrouver nos machines. Donc dans ce process, très rapidement, on va retrouver la formation pour les équipements de protection individuelle. Il faut savoir que tout employeur se doit de former les salariés donc, à l'utilisation des EPI. Donc là, on peut voir sur la photo un opérateur de dos. Je ne vais pas nommer la marque. Donc on va retrouver un respirateur en filtration P3. Et après, donc, la bonne application des règles. Donc l'objectif, ça va être de faire venir une entreprise extérieure qui va venir auditer si globalement on est bon ou pas sur l'application des règles qu'on avait mis en place. Sur quelque chose qu'on connaît un petit peu moins souvent et qu'on oublie souvent, ça va être tout ce qui va être partie 42.22 du Code du travail. En fait, ça va être la mise en place des infrastructures spécifiques. Donc, il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut quand même une ventilation. Donc, aussi, pour avoir cette ventilation, on vient mettre en place souvent des centrales de traitement de l'air pour une phase industrielle. Donc, qui dit centrale de traitement de l'air va dire donc gestion des locaux à pollution spécifique. Donc, des locaux à pollution spécifique, c'est dès qu'on vient avoir une contamination hors la contamination humaine, en fait. Donc forcément, dès qu'on a des poudres, on est dans un local à pollution spécifique, donc on se doit tout simplement de rédiger 2 documents, donc une qui va être la notice d'instruction et une autre la consigne d'utilisation. Donc pour faire relativement simple, la notice d'instruction, c'est j'achète quelque chose, j'ai une notice faite par un fabricant, donc là c'est pareil un peu pour la CTA, et la consigne d'utilisation, c'est comment je m'approprie les consignes, enfin la notice, comment je m'approprie, comment je la mets en vigueur pour respecter donc la notice de la centrale à traitement de l'air. Sur le risque d'inflammabilité, donc très rapidement, voilà, on va retrouver un peu l'hexagone d'explosion. Donc pour se créer celui-ci, donc on retrouve donc forcément un domaine d'explosivité, un combustible, donc une remise en suspension du combustible, une énergie d'activation, un confinement et un comburant. Donc chez ADUP, relativement, on va utiliser principalement alu, titane. Donc ça va être des alliages qu'on va appeler chez nous réactifs. Bon, après on les appelle comme on veut, c'est un peu un langage un peu commun chez nous. Pour lutter contre ça, en fait, on va avoir 3 grands axes. Donc, les 3 axes qu'on va utiliser, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui a amené aussi un risque d'asphyxie pour les opérateurs, ça va être d'utiliser du gaz inertant. Donc forcément, ce gaz inertant, pendant tout le process, il va être utilisé. Donc de quand je suis en train de laser dans ma machine jusqu'à quand je nettoie ma machine sur des machines qui vont être en argon ou en azote. Ensuite, donc, faut avoir une sensibilité assez importante sur tout ce qui va être antistatique et prise de masse sur ces machines. Donc aujourd'hui, on va avoir des EPI antistatiques et des accessoires aussi qui vont être connectés donc, et reliés à la masse. Donc l'objectif, en fait, comme vous pouvez voir sur le graphique, ça va être de neutraliser l'énergie d'activation. Aujourd'hui, une poudre de titane peut relativement s'enflammer avec quasiment 2 millijoules, donc on serait plus ou moins sur une petite décharge électrostatique. Et derrière, donc ça c'est du plus, ce qu'on est en train de créer chez ADUP, c'est un peu un retour d'expérience de toutes les poudres qu'on va utiliser. Donc aujourd'hui, toutes nos poudres vont passer par des tests d'explosimétrie pour se créer notre propre expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être explosif,
explosif et qu'est-ce qui ne va pas l'être. Donc voilà, l'objectif, ça va être un peu de ranger les poudres dans des cases pour savoir quelle machine on va utiliser ou pendant pas vraiment la machine de fabrication, mais pendant le process de nettoyage, quelle machine on va utiliser. Est-ce que les EPI, il faut les utiliser. Enfin voilà, l'objectif, c'est de se créer un petit peu aussi un retour d'expérience. Après, très rapidement, du coup, sur le risque laser, donc je dis ça très rapidement, c'est plus pour la partie, on va dire, création de machines, donc on a une norme à respecter. Pareil, donc un suivi individuel renforcé à avoir et donc une formation et information. Donc on va voir qu'il y a quand même un énorme axe sur la formation et information des opérateurs, parce qu'ils sont quand même acteurs de leur propre sécurité, aussi bien pour les EPI que pour les lasers, et tout le monde doit bien être au courant des risques associés. Très rapidement, donc, sur la gestion des troubles musculo-squelettiques, donc j'ai fait un petit rappel sur où c'est qu'on peut retrouver des troubles musculo-squelettiques. Donc aujourd'hui, on va retrouver principalement sur le dos, les coudes, les poignets et les épaules, sur, on va dire, de la fabrication vraiment industrielle. Voici comment on va pouvoir gérer un petit peu ces troubles musculo-squelettiques. Donc dans la phase de conception, donc comme je vous disais, c'est un peu CAO, vraiment bureautique. On va retrouver donc par exemple le clavier, souris ergonomique, quelque chose de relativement basique. Sur la phase de fabrication, sur la phase de traitement du plateau et de nettoyage, on va retrouver la formation. Donc, comme je vous disais, il y a un énorme axe sur la formation. C'est très important que les opérateurs soient câblés un petit peu sécurité et se rendent compte des risques auxquels ils sont associés pour qu'ils utilisent bien les moyens qu'on va mettre en place. Ensuite, sur les 3 phases aussi, on va retrouver donc la mise en place d'EPI. Ça ne sera pas toujours les mêmes, mais l'objectif étant de diminuer le risque, parce que sur les troubles musculo-squelettiques, c'est vraiment un environnement, donc le bruit, le stress, tout peut gérer donc des troubles musculo-squelettiques. C'est pas tout le temps forcément la partie de mouvement qui va créer le TMS. Ensuite, donc, sur la partie donc, phase de fabrication, on va trouver des moyens de manutention. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un énorme axe port de charge. Donc, on va toujours essayer de travailler sur la manutention pour éviter de soulever des charges lourdes. Et après, forcément, sur toutes les autres phases, on va retrouver donc, des locaux adaptés liés un petit peu à la pollution spécifique, selon vos idées, et donc de vérifier si la ventilation est bonne pour éviter que les opérateurs soient contaminés. Donc, sur la dernière slide, donc, un petit peu de phase un peu commerciale pour Adobe. Donc l'objectif en fait de Adobe, ça a été quand même de supprimer le maximum de risques à la source. Donc sur les précédents diapos, vous avez pu voir donc les form-up V1 avec une plateforme. Donc là maintenant on est passé sur des form-up qu'on appelle version 2. Et l'objectif d'Adobe, c'est de quasiment minimiser l'exposition à la poudre. Donc aujourd'hui, toutes les machines sont avec une boîte à gants, donc inertée, donc pour rempoter, dépoter. On essaye vraiment de limiter la contamination de poudre directement. Donc on vient un petit peu supprimer le risque de contamination et le risque d'inflammabilité. Ensuite, on a essayé d'améliorer l'ergonomie de nos machines pour en fait travailler en sécurité, avoir le moins de risques résiduels possible et donc de travailler le plus possible en sécurité, essayer de minimiser les EPI. Merci de votre attention. On vous applaudit.